Ce qu'il y a d'intéressant, c'est le poids de la discussion et du débat qu'il y a dans mes interventions ici. C'est-à-dire qu'il y a une soif de comprendre et une soif de disséquer souvent les situations. Et ce que j'apprécie, parce que parfois j'ai tendance, voilà, du haut de mon rôle de professeur, de dire voilà, les choses sont ainsi, et les étudiants veulent qu'on leur explique comment les choses sont arrivées là. Je crois que c'est très prometteur pour leur avenir. Alors déjà, je vais essayer de m'appliquer à moi-même la méthode historique. Et je dois dire que mon arrivée à l'école du journalisme est aussi le fait de hasards heureux, de rencontres qui m'ont invité à y enseigner. Et je ne l'ai plus quitté depuis 2018 et j'ai toujours un immense plaisir à enseigner dans ces lieux, pour plusieurs raisons. D'une part, vous l'avez compris, ça croise aussi, je dirais, mon métier d'historien, et aussi une certaine conception que je peux me faire de l'enseignement et de la formation. Je tiens beaucoup à ce terme. On ne fait pas qu'enseigner, on forme aussi. On forme à la réflexion et à l'esprit critique. Ça, je crois que c'est très important. Vous avez compris que je travaille beaucoup sur la presse. Donc j'ai commencé par donner des cours d'histoire de la presse, ici même, la presse française, et puis d'autres cours de réflexion sur la politique, et puis aussi certains de mes cours et de mes interventions ici se rapporte à la dimension affective des phénomènes politiques et des phénomènes historiques. Et je crois qu'aujourd'hui, on comprendrait mieux le monde si on s'intéressait aussi aux affects, à ce que les individus peuvent ressentir, à la part d'irrationnel aussi qu'il peut y avoir dans leur choix. Et donc, si je suis un petit peu utile peut-être aux étudiantes et aux étudiants de l'EDJ, c'est sur ce point-là. Alors, bon, c'est donc, je le disais, un hasard très heureux, et un public qui nous donne toujours beaucoup de satisfaction, qui est un public très différent parce que c'est un public qui est déjà en voie de professionnalisation, mais en tout cas, c'est un public qui sait ce qu'il veut faire. Et alors, ce n'est pas du tout la même manière d'enseigner, parce qu'à l'université, c'est un enseignement, je dirais, qui est beaucoup plus réflexif, théorique. Ici, il faut aussi lier la théorie que j'enseigne et des cas pratiques de réflexion sur l'histoire, parce que justement, les futurs journalistes ne vont pas être là pour réfléchir au passé, même si nous sommes dans un pays où le passé est extrêmement présent. Vous savez, il y avait un livre qui disait « Un passé qui ne passe pas », mais en tout cas, ils vont être face à des situations du présent. Mais je crois que connaître l'histoire, ça nous permet aussi de décrypter beaucoup de choses dans le présent et de prendre un recul. Et là encore, le journaliste rejoint l'historien sur la question justement de la distance par rapport à l'objet. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est le poids de la discussion et du débat qu'il y a dans mes interventions ici. C'est-à-dire qu'il y a une soif de comprendre et une soif de disséquer souvent les situations. Et ce que j'apprécie, parce que parfois j'ai tendance, voilà, du haut de mon rôle de professeur, de dire voilà, les choses sont ainsi, et les étudiants veulent qu'on leur explique comment les choses sont arrivées là. Je crois que c'est très prometteur pour leur avenir. Oui, c'est vrai que je suis très très fière de compter Jérémy parmi les enseignants de l'école, vraiment, depuis 2018, et on se disait 6 ans finalement c'est peu dans l'histoire de l'école, mais j'ai vraiment ce sentiment, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Jérémy, que ça fait beaucoup plus longtemps qu'il est avec nous à l'école, parce que pour moi ça fait vraiment partie des enseignants les plus importants à l'école, des piliers, des fondamentaux, des profs fondamentaux à l'EDJ. On va dire que les matières qu'enseigne Jérémy, on va les classer dans la catégorie des cours de culture générale, mais Jérémy arrive systématiquement à mettre une touche d'actualité dans ses enseignements. Et c'est essentiel pour une école de journalisme. C'est vrai qu'une matière telle que les siennes peuvent être parfois un peu déconnectées finalement de ce qui se passe au quotidien, mais ici pas du tout. Vraiment, Jérémy arrive à transmettre tout ce savoir en intéressant les étudiants. Et vous savez, je passe beaucoup de temps à faire des débriefings auprès des étudiants pour savoir comment ça se passe dans les différentes matières.
Et j'ai le sourire parce que à chaque fois qu'on arrive à... Alors, comment ça se passe avec Jérémy Gage? Bon, ben, c'est unanime, systématiquement. Les étudiants qui sont tellement heureux de l'avoir, tellement heureux d'être enseignés. Et Jérémy, mais je te l'ai déjà dit, la fois dernière, les étudiants de première année m'ont dit « Madame, on est tellement contents parce que c'est vraiment un puits de savoir ». Et j'étais contente qu'ils le disent et qu'ils le remarquent. Mais je pense que tu sais, ça se passe bien avec les étudiants en cours quand tu es avec eux. Oui, on a d'excellents échanges, sans jamais perdre de vue l'essentiel, c'est-à-dire leur formation, la mise en application des programmes qui sont lourds aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à transmettre. Mais oui, excellente relation avec les étudiants. Mais c'est ça qui semble un peu fou aussi, c'est que ce sont des matières qui sont difficiles pour les étudiants et malgré tout, ils sont heureux de les avoir. Mais ça, c'est grâce à toi. Oui, parce qu'on doit aussi un peu leur passer pour des gens un peu, disons, qui vivent dans ce monde, mais aussi dans un autre monde, qui fréquentent des vieux livres un peu poussiéreux, qui sortent des citations latines à l'occasion, qui les font sourire. Et puis en général, j'ajoute, comme disent les ados, puis je sors une citation latine, donc ça les fait sourire. Je pense qu'il y a de ça aussi. Et puis, je crois que plus que jamais, nous vivons dans un monde en plein bouleversement et dans une société aussi en plein bouleversement. Je crois qu'on arrive à la fin de certains cycles historiques, politiques, économiques, sociaux qui nous semblaient acquis. Et là, on a besoin de clés pour comprendre le bouleversement qui est en train de se produire sous nos yeux. De toute façon, c'est très important pour un journaliste d'avoir les deux côtés, c'est-à-dire le côté intellectuel et le côté technicien. Et donc, il doit y avoir des matières qui sont des matières pratiques pour apprendre le journalisme, mais aussi des matières qui leur ouvrent l'esprit, qui leur apprennent des choses. On sait que les jeunes ont de plus en plus de mal à avoir ce socle de culture générale et nous sommes là pour transmettre cette culture générale et Jérémy le fait à merveille. Merci beaucoup, en tout cas, je suis très touché. Ça rejoint mes premières recherches. J'avais fait mes premiers travaux universitaires, c'était même un travail de master, au milieu des années 2000 sur les Juifs de France et l'Italie fasciste, que j'avais un petit peu laissé de côté pour ma thèse sur l'immigration. Et puis, deux historiens célèbres, Olivier Dard et Michel Grunewald, m'avaient demandé pour un très beau projet qu'ils avaient sur la manière dont les Européens s'étaient confrontés au nazisme, de rédiger justement un chapitre sur les Juifs français et le national-socialisme. J'ai été pris de passion pour ce sujet, qui a donné lieu à un texte finalement très long. Et un autre historien spécialiste du nazisme, Johann Chapoutot, m'a fait confiance en me proposant d'écrire ce livre. Et voilà comment j'en suis arrivé à le publier. Alors évidemment, l'histoire rejoint toujours le présent. Et ce que j'ai écrit, bien sûr, relève du passé. Il n'est pas un discours caché sur le présent, mais quand même, je crois qu'il y a plusieurs clés de lecture qui nous permettent aussi de comprendre un peu mieux notre temps extrêmement troublé. Oui, c'est voulu. C'est un parti pris méthodologique que j'ai choisi. Je dirais, de se replonger dans l'époque. Et justement, l'une de mes sources principales pour cet ouvrage, c'est la presse de l'époque. Alors j'ai essayé de choisir plusieurs titres selon les sensibilités du temps. Et de me replonger, justement, c'est le mot, au jour le jour, dans ce que les femmes et les hommes de cette époque pouvaient comprendre, pouvaient ressentir en lisant les journaux. Il y avait un politiste et historien très connu qui s'appelait Alfred Grosser, qui avait écrit un petit livre sur la presse et la montée du nazisme. Et il disait que si on prenait tous les journaux de l'époque, eh bien, on pouvait presque arriver à un travail d'histoire. C'est-à-dire que les journalistes avaient très bien fait leur travail, avaient souvent bien compris, en tout cas les évolutions politiques, les interprétations, c'est un peu plus compliqué, et que donc, si à l'époque, quelqu'un avait lu tous les journaux, il aurait eu une compréhension extrêmement solide de ce qu'était le nazisme. Alors j'ai essayé justement de réintroduire la narration. Vous savez peut-être qu'en histoire, la narration a été critiquée parce que justement, on faisait ce qu'on appelait de l'histoire-bataille, c'est-à-dire on racontait les événements les uns après les autres. Or, je crois qu'il peut y avoir une narration problématisée, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est-à-dire de ne pas partir de la fin, mais au contraire, chapitre après chapitre,
d'essayer de montrer aux lecteurs d'aujourd'hui ce que pouvait être la connaissance du nazisme. Or, il faut toujours se dire, mais qu'est-ce qu'il savait? Qu'est-ce qu'il pouvait comprendre? Et à partir de cela, que pouvait-il faire? C'est ça la question, je crois, que doit se poser l'historien, qui doit partir, je dirais, du moment, justement, dont il parle et pas toujours de ce qui a suivi. J'aime beaucoup cette phrase, elle me fait penser à ce qu'avait dit Albert Camus, que j'aime beaucoup, qui disait que le journaliste est un historien de l'instant. Et je trouve cela très beau, et effectivement, il y a beaucoup de points communs entre le travail de l'historien et le travail du journaliste. Déjà, comparer ses sources, ne pas privilégier d'interprétation première, même si c'est un peu difficile, mais essayer en tout cas, je dirais, de donner leur place à tous les possibles, hein, quand on raconte un événement, quand on essaie de retracer une situation. Donc il y a déjà ce premier point commun. Le second point commun, c'est qu'il travaille sur des sources. Alors, l'historien doit toujours les citer, le journaliste peut ne pas toujours les citer, mais en tout cas, il travaille sur des sources, c'est-à-dire sur quelque chose de concret. Et l'historien, comme le journaliste, il me semble que c'est le troisième élément qui découle des deux premiers, se soumettent à la vérité, ou en tout cas à la validité de ce qu'il propose. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, où parfois la vérité est malmenée. Le journaliste et l'historien essaient de tenir un discours, sinon de vérité, parce que c'est toujours difficile à obtenir, il est toujours difficile d'y accéder, mais en tout cas un discours qui repose sur la vérité et qui s'appuie sur des validités. Et ça, je crois que ce sont trois points communs que l'on trouve entre le journaliste et l'historien. Donc moi, je trouve que ce sont des professions, je dirais même des vocations, qui sont complémentaires. Alors après, l'historien, une chance par rapport au journaliste, c'est que souvent il connaît la suite. Pas toujours, parce que je ne cesse de le dire d'ailleurs aux étudiantes et aux étudiants, l'histoire ne résonne pas que sur le passé. Ça, c'est une erreur. L'histoire, sa matière, c'est le temps, et donc aussi le temps présent, comme le journaliste. Simplement, l'historien va essayer d'observer un recul et surtout ne se prononcera pas s'il n'a pas les sources qui sont indiscutables et qui lui permettent de tenir son discours. C'est peut-être là la seule différence. Mais il n'est pas toujours bon de connaître la suite d'ailleurs, parce qu'on a tendance du coup à recréer des situations artificielles, des pensées artificielles. Or, je crois que l'histoire, c'est la surprise. C'est la surprise de chaque instant. Et je crois que le monde d'aujourd'hui le démontre aussi.